Siempre Cuba ha estado luchando por su libertad. Il y a eu 100 000 morts. Mais malgré la défaite, le pays a changé. Tout porte à croire que Meyer Lansky a totalement corrompu Batista. Ils n'ont pas menti, ils n'ont rien promis d'autre qu'une révolution et ils l'ont faite. Ces gars-là allaient devenir soit des martyrs, soit des héros nationaux. Il a dit à Khrouchtchev, vous devriez lâcher tout l'arsenal nucléaire soviétique. L'apocalypse. Kuba lässt sich nicht in die Knie zwingen. De nos jours, Cuba est connu pour être une île tropicale paradisiaque et parfois aussi pour sa révolution de 1969. Mais celle-ci n'est pas la première de son histoire. Pendant près de 4 siècles, Cuba a été une colonie espagnole. Et son chemin vers l'indépendance a été long et douloureux. C'est une intervention américaine qui a libéré Cuba du joug colonial espagnol. Les habitants ont alors pensé que leur île allait devenir prospère. Pourquoi la richesse de Cuba n'a-t-elle pas profité à la population dans sa majorité ? Comment la Première Guerre mondiale a-t-elle représenté une opportunité pour l'île ? Et pourquoi est-ce une dictature militaire qui a vraiment œuvré pour sa libération ? Tout au long de son histoire, le fléau du colonialisme a lourdement pesé sur Cuba. Mais les Cubains n'ont jamais abandonné leur rêve de liberté. Cuba est un pays qui a gagné très tardivement son indépendance. Et par la suite, elle a été constamment menacée. Cela n'a fait que renforcer le désir des Cubains de se libérer de toute domination. Pendant 4 siècles, Cuba est la clé de voûte de l'empire colonial espagnol sur le continent américain. Tandis que les autres colonies deviennent indépendantes, Cuba reste loyal envers l'Espagne. En 1868, la lutte pour l'indépendance subit un échec. L'Espagne envoie des centaines de milliers de soldats pour conserver l'île dans son giron. En 1898, les États-Unis interviennent dans le conflit. L'Espagne, finalement vaincue, se retire. Le gouvernement américain déploie bientôt de nouvelles troupes. Elles ont pour mission de transformer l'ancienne colonie en un véritable État. L'économie de l'île se développe grâce aux investissements des États-Unis et à la disparition des taxes et charges instaurées par l'Espagne. L'occupation militaire américaine a été un moment capital dans l'histoire de Cuba, parce que c'est à partir de là que l'image des États-Unis s'est fixée pour les Cubains. Après avoir vaincu l'Espagne, les troupes américaines occupent Cuba. La création d'un gouvernement cubain demande 3 ans et s'achève au moment de l'élection de Theodore Roosevelt à la présidence des États-Unis. Un seul candidat se présente aux élections présidentielles cubaines, Tomás Estrada Palma. Il a pour tâche d'apporter la démocratie dans une île qui n'a encore jamais connu de gouvernement élu. La évaluation d'elle comme présidente, en ligne générale, l'opinion générale sur ses capacités de président ne lui est pas favorable, au point que dès son arrivée au pouvoir, le 20 mai 1902, le peuple cubain prend l'habitude de dire quand quelque chose de négatif se profile, un 20 mai qui va vous tomber dessus.
Avant même son élection, Estrada Palma a une image négative. Il a vécu la plus grande partie de son existence aux États-Unis. Il est donc considéré comme le candidat des Américains. Son adversaire le plus dangereux retire sa candidature avant l'élection pour protester contre l'ingérence des USA dans les affaires cubaines. Les États-Unis, par une série de manœuvres politiques et diplomatiques, comme l'amendement Platt, ont imposé dans la Constitution cubaine de 1901 une disposition selon laquelle Cuba devait céder en location une partie de son territoire, qui deviendra l'actuelle base militaire de Guantanamo. C'est ainsi qu'ils ont pris le contrôle de Cuba. L'amendement Platt est ajouté à la Constitution cubaine sous la pression américaine. Il garantit aux États-Unis le droit d'intervenir à Cuba s'ils le jugent nécessaire. Il leur permet aussi d'établir des bases militaires à Cuba. L'une d'entre elles est implantée dans la baie de Guantanamo en 1903. C'est la plus importante des bases navales américaines extraterritoriales et un point névralgique pour le contrôle du trafic maritime dans les Caraïbes. Mais ce droit d'intervention signifie que l'île récemment indépendante ne l'est finalement pas tout à fait. Les entrepreneurs américains étaient parfaitement à leur aise après ce qui a été appelé la libération de Cuba du joug espagnol. Après la victoire sur l'Espagne, ils ont installé un général-gouverneur qui contrôlait toutes les propriétés foncières de l'île. Après l'indépendance, la première richesse de Cuba est sa canne à sucre. Le climat et les sols lui sont parfaitement adaptés et les habitants ont amélioré sa culture au cours des siècles. Elle fait vivre une grande partie des Cubains, depuis les paysans les plus pauvres qui coupent la canne avec leurs machettes jusqu'aux barons du sucre dont les usines transforment le jus brut en or blanc. Le sucre représente 80% des exportations, destinées principalement aux États-Unis. Les Américains, dans leur accord avec Cuba, ont fixé un quota de sucre qu'ils achèteraient, même en cas de fluctuation des prix. Ils avaient besoin d'1 à 2 millions de tonnes par an, et Cuba les leur fournirait. Ce quota assure aux Cubains une sécurité pour l'avenir, mais les amène à négliger d'autres types de production. L'agriculture cubaine se consacre bientôt presque exclusivement à la canne à sucre. Pendant des années, nous avons apporté de la douceur au monde. Mais le monde, lui, nous a rendu la vie amère. Notre pays s'est consacré à la monoculture. Ainsi, après avoir été dépendant de l'économie européenne, nous l'étions de l'économie américaine. Le sucre est devenu une culture primordiale car elle permettait aux Cubains de planifier leur économie. Ils savaient quelle quantité ils allaient vendre et la somme d'argent non négligeable qu'ils allaient en obtenir. Les États-Unis ont besoin de plus de sucre qu'ils ne peuvent en produire, de beaucoup plus. La production d'une année ne leur suffisait même pas pour un mois. Le sucre n'est pas destiné qu'à l'alimentation. Les industries pharmaceutiques et chimiques en exigent également de grandes quantités. La guerre d'indépendance contre l'Espagne a coûté la vie à près de 500 000 hommes. La paix revenue, leur force de travail manque. Cuba a besoin de centaines de milliers de coupeurs de canne pour les 2 récoltes par an qui se déroulent dans les immenses plantations. En travaillant au champ, un ouvrier gagne de quoi vivre toute l'année. Cette perspective séduisante fait de Cuba un Eldorado pour les émigrants. Ils auraient pris n'importe qui. Pendant une trentaine d'années, ils ont fait venir de Canton 120 000 Chinois qui vivaient quasiment comme des esclaves. Ils ont négocié avec l'Allemagne la venue de catholiques de la Forêt Noire. Ils ont été chercher des Espagnols des Açores et de Madère. Et ils ont pris des gens de partout. Cet appel rencontre un écho dans l'ancienne patrie de Cuba. À partir de 1902, des dizaines de milliers d'Espagnols sans travail ou qui cherchent fortune se mettent en route pour les Caraïbes. Ils se pressent dans les villes portuaires, en particulier La Corogne, Cadix et Barcelone. Et de là, ils embarquent pour Cuba.
Pour beaucoup d'entre eux, l'île n'est pas une découverte. Ils ont fait partie des troupes d'occupation venues défendre la domination espagnole et reviennent comme immigrants économiques. L'un d'entre eux, un paysan venu de Galice, a pour nom Ángel Castro. Ángel Castro était un soldat espagnol qui était venu à Cuba pour combattre au nom de l'Espagne. Dans ce pays, la conscription fonctionnait sur un système de loterie. Il y avait une liste de noms et un homme sur 5 devait partir se battre à Cuba. Pour Ángel Castro, c'était un engagement, un devoir qu'il avait envers son pays. À la fin de la guerre, donc, Ángel rentre en Espagne, il rentre chez lui, en Galice, dans la région de Lugo, et doit retrouver sa bien-aimée. Il espère se marier avec elle, c'était sa fiancée, celle qui lui était promise, mais la promise, eh bien, elle a rencontré quelqu'un d'autre, et donc Ángel, meurtri, blessé, humilié, ne peut pas rester au pays. Donc il rentre à Cuba. Ángel Castro s'installe dans l'est de Cuba, où il est employé comme journalier. Il travaille dans les champs de canne à sucre et dans les mines. Il économise ce qu'il peut et gagne même un peu d'argent à la loterie. Son rêve est de pouvoir s'acheter une maison. Pour lui, comme pour des milliers d'autres, Cuba représente la possibilité d'être libre. Mais leur liberté, comme celle de Cuba, dépend du bon vouloir des États-Unis. C'est la raison pour laquelle des émeutes éclatent, en particulier dans la capitale, La Havane. Cuba était devenue indépendante, mais il y avait un amendement dans sa constitution qui permettait aux États-Unis de l'envahir à tout moment. Ils n'étaient toutefois pas considérés comme des ennemis ou une puissance désireuse de dominer l'île, mais comme des alliés. En réalité, les relations entre les deux pays étaient très tendues, car l'île était entièrement contrôlée par les Américains. Nous sommes le 6 octobre 1906. Des images d'archives de l'époque montrent des milliers de soldats américains en train d'envahir Cuba sans avertissement préalable. L'île ne possède pas d'armée et doit se rendre sans combattre. Le gouvernement élu doit démissionner. Les États-Unis ont agi parfaitement légalement. Ils ont usé du droit d'intervention que leur garantit l'amendement Platt. Celui-ci a été un point de discorde lors de l'élaboration de la Constitution. Et maintenant, cette invasion semble confirmer les inquiétudes de nombreux Cubains qui pensent que leur pays n'est pas réellement libre. Officiellement, c'était pour une sorte de régulation de la vie politique cubaine, parce que bon, il arrive souvent dans pas mal de régions du monde, mais en tout cas aussi pas mal dans les Caraïbes, qu'un président, au départ régulièrement élu, fasse tous ses efforts pour continuer un nouveau mandat, si vous voulez. Le fait est que Cuba était le plus grand producteur mondial de sucre à cette époque. Les États-Unis devaient protéger leurs intérêts économiques. Pour justifier cette invasion, ils invoquent l'existence de troubles intérieurs. Des émeutes ont en effet éclaté depuis la dernière élection présidentielle. Le président Estrada Palma est sous pression. La population l'accuse de fraude électorale massive. Mais sans armée, il ne peut maîtriser l'agitation et il est obligé de reculer. Les États-Unis nomment un gouverneur. Celui-ci promet de nouvelles élections, mais en attendant, Cuba est à nouveau entre les mains des Américains. La seconde occupation américaine a deux conséquences. D'abord, les Cubains ne se sentent plus libres, mais très dépendants des Américains. Ce n'est pas une véritable indépendance. Et ensuite, ces derniers apportent avec eux une corruption massive. Ils essaient d'apaiser la population en lui offrant du travail. En même temps que l'armée, de nouveaux investisseurs arrivent à Cuba. Ils veulent profiter du boom économique de l'île. Le gouverneur militaire américain les y aide volontiers. Il leur accorde des contrats publics lucratifs,
dont l'équipement des forces armées, nouvellement constituées. De même, le chemin de fer, les ports et une grande partie de l'industrie sucrière passent aux mains des États-Unis. Les Américains laissent en place l'élite cubaine, en grande partie des médecins et des officiers descendants de soldats de l'armée espagnole, et lui confient le gouvernement de l'île en leur nom. Les plus modestes se demandent ce que la guerre et l'indépendance leur ont finalement apporté. Les Américains ont toujours eu un regard sur Cuba comme étant un peu un département américain. Donc les sociétés américaines s'y sont installées d'une manière très puissante, et en particulier dans cette région du nord-est de Santiago. Pour réussir à Cuba, il faut être blanc et en mesure de faire des affaires avec les Américains. L'immigrant espagnol Ángel Castro y voit une chance pour lui. Il vit dans l'est de Cuba où s'installent la plupart des entreprises américaines, dont la plus importante, United Fruit. Celle-ci préfère travailler avec les nouveaux venus d'Espagne comme Ángel Castro. Les Galiciens ont la réputation de travailler comme des fous et d'accepter n'importe quel emploi. Ce sont de gros bosseurs et des gens souvent avares et frugaux. Cela a été très profitable pour Ángel Castro. Avec simplement un cheval et une carriole, il a fait des petits boulots pour les grandes entreprises américaines, pour United Fruit surtout, et c'est ainsi qu'il a gagné de l'argent. Ángel Castro, au fond, a joué pas mal le jeu des Américains. À un certain moment, il a été plus ou moins gérant, intendant d'un domaine américain. Donc, à partir de là, si vous voulez, il a beaucoup appris, parce que c'était un homme malin, et il a appris, il a regardé, il a peut-être aussi fait des connaissances. Les affaires d'Ángel Castro avec United Fruit sont florissantes. L'entreprise, fondée en 1899, s'implante la même année à Cuba. Elle y investit principalement dans la canne à sucre. Dans le reste des Caraïbes et en Amérique centrale, c'est la banane qui constitue son activité principale. La société United dominait le marché de la banane, tout au moins aux États-Unis, où elle avait plus de 70% de parts de marché pendant toute son histoire. En Amérique centrale et dans les Caraïbes, c'était souvent le principal investisseur, surtout dans les petits pays. Ce sont eux qui construisaient les infrastructures, les chemins de fer, les systèmes de communication, ou carrément des villes autour des centres de production. Si de nombreux dirigeants de ces pays, en particulier les États autoritaires, ont accueilli cette entreprise à bras ouverts au début, c'est qu'elle leur apportait ce dont il manquait. Pour se créer une image positive, United Fruit investit dans des campagnes de communication, telles que le film de propagande The Living Circle, le cercle vivant. Dans ce cercle commercial qui s'écoule vers le nord, on trouve le bois, les peaux, les fèves de cacao, le sucre, les bananes, les huiles essentielles pour les parfums et la gomme, indispensable pour fabriquer des chewing-gums. La bonne terre des tropiques et les marchés insatiables du Nord constituent une association imbattable. La tasse de café est un élément incontournable du mode de vie américain, tout comme le journal quotidien. Une table sans sucrier est impensable. Les bananes sont très appréciées au petit déjeuner et ajoutent de la saveur et des éléments nutritifs à d'innombrables recettes. Ce que le film ne montre pas, c'est que United Fruit ne se contente pas d'investir. Elle se construit un pouvoir politique considérable en Amérique centrale et aux Caraïbes. À Cuba, c'était le sucre. Sur le plan national, United Fruit n'avait pas autant de pouvoir qu'en Amérique centrale. Mais au niveau local, c'était différent. Il y avait une municipalité du nom de Banes, dont le gouvernement local leur était acquis. L'entreprise n'était pas seulement la première force politique, elle était devenue la première source de financement dans de nombreux domaines. C'est ainsi que Banes est devenu le site cubain le plus important de cette entreprise. Elle y était vraiment toute puissante. Et c'est là que la famille Castro a fait fructifier ses affaires. L'entreprise d'Ángel Castro se développe grâce à sa collaboration avec United Fruit. En 1910, elle emploie déjà 300 salariés. Le pauvre immigrant est devenu un homme d'affaires respecté. À travers ses contacts, il fait la connaissance de la fille d'un responsable de United Fruit.
Maria est institutrice. Ils se marient le 25 mars 1911. Lui-même étant quasiment analphabète, il va apprendre à lire et écrire justement à son contact. C'est une femme un peu assez intellectuelle, qui joue du piano, etc., qui est vraiment dans un univers du grand propriétaire terrien qu'il est devenu. Il commence à lire les journaux, il devient un peu un personnage local qui a du poids, qui va dans les grandes soirées de la bonne société cubaine. Cuba se développe et grandit aux côtés de son grand voisin, les États-Unis. En 1906, l'année de l'invasion américaine, les investissements dans l'île atteignent la somme de 150 millions de dollars. C'est 3 fois plus qu'avant et plus que n'importe où en dehors des États-Unis. Les sociétés américaines contrôlent l'économie cubaine et leur ambassadeur dicte sa politique au gouvernement. Le soulèvement est inévitable. Une nouvelle insurrection se profile à l'horizon. L'amendement Platt, qui autorise les États-Unis à envahir l'île à tout moment, plane au-dessus de la tête des Cubains comme une épée de Damoclès. C'était comme une sorte de plaie ouverte pour la société cubaine, au point que, pour les générations suivantes d'intellectuels, de penseurs, et pour la population dans son ensemble, c'est devenu un élément récurrent de protestation et de critique. Cuba est le premier fournisseur de sucre des États-Unis. Mais le marché mondial est dominé par la Russie et l'Allemagne, qui tirent leur sucre de la betterave. Tout cela change en 1914 quand éclate la Première Guerre mondiale. Les affrontements n'ont pas lieu que dans les tranchées. Les navires de guerre et les blocus dévastent le commerce maritime. Le commerce du sucre de betterave s'effondre. Pour Cuba, l'élimination de ses principaux concurrents est une formidable opportunité. L'île est en position de devenir le nouveau leader du marché mondial. La demande s'est accrue de façon spectaculaire. Au cours des 20 premières années du XXe siècle, la demande américaine augmentait de 5% par an. Le potentiel de ce marché était énorme. Et puis est arrivé le boom avec la Première Guerre mondiale. Mais Cuba y était préparé, en raison de la croissance permanente du marché américain. Au cours de la guerre, le prix de la livre de sucre passe de 3 à 22 cents. Les investisseurs américains, les directeurs espagnols des plantations et même les paysans cubains plus pauvres, toute l'île tire profit de la guerre en Europe. Mais le succès a un coût. Les forêts et la majorité des plantations de café sont sacrifiées pour laisser place à la canne à sucre. La monoculture devient la règle à Cuba. La production sucrière a explosé. Sur le marché mondial, les prix se sont envolés jusqu'à 22 cents par livre. C'était astronomique. On appelle cette période de l'histoire de Cuba le temps des vaches grasses. Le prix exorbitant du sucre stimule la concurrence mondiale. Java, les Philippines, l'Inde, Porto Rico, le Brésil, tout le monde veut prendre sa part. La situation se détériore en 1918 quand s'achève la Première Guerre mondiale. Les voies commerciales ouvrent de nouveau et le marché du sucre est submergé. Les prix s'effondrent. Et Cuba doit affronter les conséquences de la monoculture. À présent, l'île produit plus de sucre qu'elle ne peut espérer en vendre. Le problème avec le sucre, c'est que les prix fluctuent sans cesse. Et quand ils dégringolent, les Cubains souffrent. La bourse de New York s'effondre, ce qui provoque une crise à Cuba. Les banques font faillite, de grands hommes d'affaires se suicident. La puissance économique de la société cubaine est détruite. La période qui suit est appelée à Cuba le temps des vaches maigres.
Les coupeurs de canne en sont les principales victimes. Des dizaines de milliers d'entre eux, descendants d'esclaves africains, se retrouvent sans travail et sans l'espoir d'obtenir la moindre aide du gouvernement. Une partie importante des travailleurs était constituée d'anciens esclaves et de Galiciens. Ils étaient surexploités et très impliqués dans les luttes salariales et les conflits avec les employeurs. De nombreux chômeurs rejoignent l'armée. C'est le dernier employeur qu'il reste. Mais leur situation ne s'améliore guère. Ils se retrouvent sous les ordres d'officiers presque tous blancs et d'ascendance espagnole. Les entreprises américaines qui dominent l'économie cubaine veillent à ce que leurs employés gagnent assez pour vivre correctement malgré la crise. Ainsi, les hommes d'affaires américains et leurs associés cubains d'origine espagnole sont assurés d'avoir le contrôle de l'île et de son économie. En réalité, à Cuba, il n'y avait pas de bourgeoisie nationale. La classe moyenne était très faible et ne se souciait pas vraiment du pays. Elle était plus tournée vers les États-Unis. Dans les années 1920, Cuba dépend toujours des Américains, mais le contraire n'est plus vrai. Depuis la fin de la Première Guerre mondiale, les États-Unis peuvent acheter leur sucre ailleurs. Leur inquiétude majeure est la menace grandissante du communisme. À cet égard, Cuba, avec son armée de pauvres sans emploi, semble un terrain fertile pour les idées marxistes. Après la révolution bolchevique, l'Union soviétique a créé des partis communistes dans le monde entier, et en particulier le Parti communiste cubain. Le chômage est particulièrement important dans l'est de Cuba, où vit Ángel Castro. L'ancien soldat d'occupation, devenu pauvre réfugié économique, est aujourd'hui un riche propriétaire terrien. Ce sont les coupeurs de canne de Don Ángel qui ont bâti sa fortune. Ce petit paysan galicien devient Don Ángel. Il a énormément de main-d'œuvre haïtienne avec laquelle il se comporte plutôt à l'ancienne, c'est-à-dire très durement, c'est-à-dire qu'on n'est pas loin de l'esclavage. Donc on est quand même au Far West à cette époque-là. Il faut se souvenir quand même que Cuba à cette époque-là, c'est le Far West et les grands propriétaires terriens ont pratiquement droit de vie et de mort sur leurs employés. Ángel Castro et sa femme Maria ont 5 enfants. Mais le couple se sépare au cours des années 1920. Depuis 1922, Ángel a une liaison avec sa cuisinière Lina. En 1923, elle donne naissance à une fille, puis à 3 garçons, Ramón, Fidel et Raúl. Ils ne portent pas encore le nom de Castro, et la maison familiale leur est interdite. Ils grandissent parmi les enfants pauvres des employés de leur père. C'est un énorme problème parce qu'à cette époque-là, évidemment, quand on est marié et qu'on fait un enfant à quelqu'un d'autre, eh bien, le divorce n'était pas tellement bien vu à cette époque-là et c'était même très compliqué d'un point de vue juridique pour divorcer. Donc il reste un temps avec sa femme légitime, mais il élève quand même, il fait élever Fidel Castro qui vit dans une forme de hutte quelque part à quelques centaines de mètres de la maison du maître, si je puis dire. Et donc Fidel Castro est élevé pendant des années en voyant son géniteur comme le propriétaire de cette terre qui lui échappe. Et donc pendant des années, il n'est pas reconnu par son père. Être un enfant illégitime était considéré comme une tare. Je crois que c'est ce qui explique en grande partie la psychologie de Fidel Castro. Il a longtemps été un enfant illégitime. Son père a dû corrompre plusieurs notaires, ce qui était courant à l'époque, pour obtenir un certificat de naissance en bonne et due forme et le reconnaître. La crise du sucre commence en 1918 avec la fin de la Première Guerre mondiale. Elle va durer plusieurs années. Les Cubains comprennent que les prix astronomiques d'avant-guerre font à présent partie du passé. Il faut réagir. Cuba doit trouver une nouvelle voie vers l'avenir, qui ne dépende pas du sucre. En 1924 ont lieu des élections présidentielles. Un homme semble pouvoir sauver l'île, Gerardo Machado.
Machado était un des chefs militaires du côté cubain pendant la guerre d'indépendance contre l'Espagne. Ensuite, il devient un homme politique, mais sans grande envergure. Machado s'est présenté lui-même comme le sauveur de Cuba durant la Grande Dépression. L'agriculture était presque entièrement tournée vers le sucre. C'était en fait la seule richesse du pays. Il y avait même un dicton qui disait « sans sucre, pas de pays ». Cela montre l'ampleur d'une crise commencée en 1912 et qui ne s'achèvera qu'en 1925. Les Cubains craignaient que l'avenir de leur île ne passe plus par le sucre. Gerardo Machado est un héros de la guerre. Il a lutté pour l'indépendance du pays. En 1924, sa campagne est moderne et bien orchestrée, comme le montrent ses images d'actualité. Il se présente comme ayant été général et ne fait aucun secret de ses relations avec l'armée. Il promet de libérer Cuba de la domination du sucre et des États-Unis. Il a présenté son programme de gouvernement dont le but était de sauver à la fois la société et la culture du sucre. Au lieu de tout baser sur la monoculture, Machado veut investir massivement dans les infrastructures. Il promet de l'eau, des routes et des écoles. Il veut également que les États-Unis renoncent à leur droit d'intervenir à Cuba. Les élections ont lieu le 1er novembre 1924. Gerardo en sort grand vainqueur. Dès son élection, il a présenté immédiatement son programme économique. Les points clés en étaient les tarifs de douane élevés, le contrôle par le gouvernement des prix du sucre, la réduction de la production sucrière et un programme de travaux publics pour absorber le chômage endémique qu'avait provoqué la crise du sucre. Le premier projet et le plus ambitieux est la construction d'une autoroute traversant Cuba et reliant les provinces à la capitale, La Havane. Avec cette autoroute nationale, Machado veut créer une alternative au réseau ferroviaire qui appartient aux sociétés américaines. Ensuite, il fait construire un nouveau bâtiment pour le Parlement et de nombreux autres édifices. Le boom de la construction est largement financé par les banques américaines. Sous la présidence de Machado, l'économie de Cuba se relève. L'île devient un modèle de développement pour les Caraïbes. Bientôt, elle possède le réseau téléphonique le plus moderne du continent américain et davantage de stations radio par habitant que tout autre pays. Pourtant, une nouvelle crise se profile à l'horizon alors que Machado est au sommet de sa réussite. Le 24 octobre 1929, la bourse américaine s'effondre. C'est le début de la crise de 1929. La crise de 29 frappe Cuba dès 1930. Donc, dès cette période-là, Machado, qui est au pouvoir depuis 2 ans ou 3 ans, dans ces eaux-là, il se raidit parce qu'il voit bien que la contestation sociale enfle. C'est à ce moment-là qu'il commence à exercer un contrôle au travers de groupes paramilitaires au service du gouvernement. À partir de là, on assiste à un lent glissement vers la dictature. En octobre 1932, presque 3 ans jour pour jour après le début de la Grande Dépression, Cuba est frappé par le pire ouragan de son histoire. Machado supervise en personne les travaux de reconstruction. Il organise l'aide aux zones durement touchées et tente de se présenter une fois de plus comme le sauveur de Cuba. Mais la population n'a plus confiance en son président. Prend des mesures qui le rendent de plus en plus dictateur, si vous voulez. Il n'a pas été élu comme dictateur, il ne s'est pas emparé du pouvoir, mais progressivement, il a fait évoluer son pouvoir, disons, démocratique, jusqu'à un certain point, vers une dictature visant à brider le mouvement social cubain,
Au début des années 1930, les banques américaines qui avaient financé le boom de la construction des années 1920 veulent récupérer leur argent. Pour rembourser la dette, Machado doit opérer des coupes budgétaires. Il licencie des milliers de fonctionnaires qui descendent immédiatement dans la rue. Ils sont rejoints par des milliers d'autres Cubains qui craignent de perdre eux aussi leur emploi. C'est le début d'un nouveau soulèvement. Mais contrairement à son prédécesseur en 1906, Machado dispose d'une armée et de forces de police puissantes et n'a aucun scrupule à les déployer contre des manifestants désarmés. Les Américains n'ont pas réagi. Ils étaient surtout préoccupés par ce qui se passait en Europe, par Hitler. Seule la stabilité de Cuba les intéressait. La police abat un étudiant au cours d'une manifestation. Cette mort met le feu aux poudres. Les étudiants de l'université de La Havane se joignent aux manifestants, bientôt suivis par l'élite intellectuelle cubaine. Ils accusent Machado d'être un dictateur et son régime un fascisme tropical. L'un d'entre eux, Grau Martin, professeur de médecine à l'université de La Havane, n'avait pas de véritable activité politique, mais il soutenait les étudiants qui menaient des actions contre Machado. Si bien que quand la dictature et que le régime cubain se sont effondrés, les étudiants ont regardé Grau comme leur leader. En tant que médecin, Grau soigne ses patients pauvres gratuitement. En politique, il s'engage à défendre les droits des moins fortunés. Il est arrêté à plusieurs reprises pour activités révolutionnaires. Sous la pression du régime de Machado, il fuit Cuba et trouve refuge à Miami. Mais les émeutes se poursuivent sans relâche à La Havane. Les intellectuels étaient tous d'accord sur un point, leur opinion sur Machado. Ils ne voulaient pas qu'un régime militaire se développe à Cuba. Machado était un général et il était en train d'instaurer une dictature militaire. L'insurrection en marche à La Havane ne trouve que peu d'écho dans l'est de l'île. Après 12 années de mariage, le grand propriétaire terrien Ángel Castro veut divorcer de sa femme Maria. Il vit depuis déjà longtemps avec sa cuisinière Lina. Les enfants qu'ils ont eus ensemble se partagent entre deux mondes très différents. Fidel et Raúl vivent entre un père riche et blanc et une pauvre coupeuse de canne afro-cubaine. En outre, ils portent toujours le nom de leur mère et non celui de Castro. Leur père veut changer cela. Ce qu'il faut comprendre dans le lien qui unit Raúl Castro et Fidel Castro, c'est simplement le fait que ces deux frères n'ont pas eu de père pendant des années. Ils n'ont pas été reconnus en tant qu'enfants légitimes. Ils étaient donc un peu des bâtards ou des semi-orphelins. Fidel Castro devient un révolutionnaire parce qu'il se rebelle d'abord contre son père, contre la volonté de celui-ci et en particulier contre l'exploitation de ceux qui travaillaient pour lui. Il a grandi parmi eux, parmi les coupeurs de canne, les Haïtiens, etc. C'est pour ça qu'il s'entend bien avec le peuple. Son père leur donnait du travail, mais il les traitait et les payait très mal. En 1933, Ángel Castro envoie son fils rebelle avec un précepteur à Santiago de Cuba, la plus grande ville de l'est de l'île. Il espère que cela permettra à Fidel, qui n'a que 6 ans, de recevoir une meilleure éducation. La vie à Biran était une vie paysanne, hein, et une vie non seulement paysanne, mais une vie un peu rustre, quoi, si vous voulez. Alors évidemment, Ángel a tenu à ce que ses fils fassent des études, ce qui est quand même important, mais lui-même était un homme qui ne percevait peut-être même pas nécessairement l'importance pour ses enfants de faire des études. Durant tout l'été 1933, les manifestations continuent dans les rues de La Havane. Elles ont l'appui de nombreux Cubains en exil à Miami, comme le professeur Ramón Grau.
Pour faire cesser le soulèvement, le président Machado instaure la loi martiale. Les opposants au régime sont arrêtés et traduits devant des cours militaires. De nombreux procès-verbaux sont établis par un sous-officier du nom de Fulgencio Batista. Batista era de origen muy humilde. Era de los pocos ciudadanos en Cuba que descendían de los indios. Por eso el pueblo le decía el indio Batista. L'histoire de Batista est aussi intéressante que l'histoire de Fidel Castro, si vous voulez. Donc Batista, qui se nommait lui-même fils du peuple, et c'était vrai d'ailleurs, donc originaire de l'Oriente, très près d'ailleurs de la ferme de Castro, des Castro, je veux dire. Sous-officier et homme de couleur, Batista sympathise avec ceux qui se révoltent contre Machado. Il est loin d'être le seul parmi les militaires. En août 1933, on voit les premiers soldats se mettre du côté des insurgés. Parmi les généraux cubains, c'est la panique. Ils craignent un soulèvement au sein même de l'armée. Pour éviter cela, ils poussent Machado à démissionner. Les officiers de haut rang ont dit « On pourrait nous aussi être président. Il n'y a pas de raison particulière pour que ce soit Gerardo Machado. » C'est ainsi qu'il a perdu le soutien de l'armée. Machado s'enfuit pour rejoindre son dernier allié, l'ambassadeur américain à Cuba. Il sait que seule une intervention américaine peut encore le sauver. Mais loin de le soutenir, l'ambassadeur le pousse à démissionner. Ainsi contesté, le président cubain ne voit qu'un seul moyen de se tirer d'affaire. Un président qui n'est plus tout à fait accepté, qui n'a au fond qu'un pouvoir nominatif, qui est sous surveillance au siège même du gouvernement et qui est au courant de ce qui se passe dans son pays, c'est ce qui risque de lui arriver. La culture politique cubaine exige que vous mouriez pour vos idéaux. On attend donc de lui qu'il meure s'il veut défendre son régime. Il n'en a pas envie. Et il s'enfuit. Machado parti, le peuple cubain a cru que la révolution avait triomphé. Mais bientôt, la population, les intellectuels, les penseurs, ceux qui avaient participé au processus comme dirigeants, se sont rendus compte que le pays n'avait pas changé. Le président Machado est parti. Ce sont les généraux qui gouvernent Cuba à présent. Et les manifestations continuent. Les militaires essayent en vain de réprimer le soulèvement en infligeant de lourdes peines de prison à ses dirigeants. Lors de ces procès, le sténographe de la Cour de justice militaire, Fulgencio Batista, est amené à connaître de nombreux chefs rebelles. Ainsi, il se familiarise avec la rhétorique et les arguments des insurgés. Il a beaucoup de relations. Il a pu sans difficulté convaincre des soldats et des sous-officiers de couleur sous-payés et maltraités de se soulever contre leurs supérieurs blancs. Le 4 septembre 1933, Fulgencio Batista fait un discours enflammé devant les soldats de sa caserne et appelle à la rébellion. Les soldats et les officiers de couleur arrêtent leurs officiers et généraux blancs. Batista se proclame lui-même chef d'état-major des armées et devient le nouvel homme fort de Cuba. Il fait revenir d'exil Ramón Grau et le nomme président. Il a la finesse un tout petit peu d'actionner les manettes depuis le camp militaire de Colombia, qui est le grand camp militaire de la Havane, et donc c'est lui qui fait nommer les présidents. Mais tous les officiers ne se rendent pas sans combattre. 400 d'entre eux trouvent refuge à l'Hôtel Nacional de la Havane. Ils demandent le soutien de l'ambassadeur américain pour réprimer le putsch de Batista. Le président Roosevelt mobilise l'armée, mais il ne veut pas passer à l'attaque. Voyant qu'une grande partie de ses opposants sont à l'Hôtel Nacional, Batista envoie 2000 hommes pour les arrêter. L'ambassadeur américain fuit l'hôtel et quitte l'île. L'équipe de tournage d'un magazine d'actualité américain est sur place quand les hommes de Batista ouvrent le feu. Les combats durent 2 jours, jusqu'à ce que les officiers retranchés à l'intérieur de l'hôtel, à court de munitions, se rendent. Par cette victoire, Batista a éliminé d'un seul coup presque toute l'opposition.
Avec le président Grau, il veut maintenant conduire Cuba vers un avenir meilleur. L'arrivée de Grau à la présidence avait mis fin au combat. Mais la vraie révolution commençait. Grau était jeune, idéaliste, et il voulait promulguer directement une série de lois sans passer par les voies constitutionnelles ou le Parlement. C'est ainsi qu'il publie des décrets qui limitent le pouvoir des États-Unis. Grau et Batista entreprennent un vaste programme de réformes. Ils veulent faire de Cuba la démocratie la plus moderne du monde. En 101 jours, ils font passer un nombre considérable de réformes. Sur le droit de vote des femmes, le droit du travail, la journée de 8 heures, tout ce qu'on peut imaginer. À mon avis, que ce soit à l'époque ou de nos jours, aucun système ne peut supporter des bouleversements d'une telle ampleur sur 3 mois. Le noyau de ces réformes tend à donner plus de droits aux travailleurs cubains. Cela inquiète les sociétés américaines qui dominent l'économie cubaine. Le gouvernement des États-Unis, quant à lui, craint de voir le communisme s'installer dans l'île. S'il y a eu à Cuba une révolution qui n'était pas prévue et qui portait avec elle la menace que le communisme arrive au pouvoir, c'est celle-ci, pas celle de Castro. À Cuba, la révolution de masse a eu lieu en 1933 jusqu'en 1935. Les États-Unis ne l'ont pas vu venir et ne voulaient pas qu'elle réussisse. Quand Batista avait donné l'ordre à ses hommes d'ouvrir le feu contre l'hôtel national, les États-Unis n'étaient pas intervenus. Mais quand le président promulgue de nouvelles lois sur le travail, ils envoient leur ambassadeur vers Batista avec un ultimatum. Les dirigeants politiques ont tous la même préoccupation. Comment garder le pouvoir? Quand il lui fallait être à gauche, Batista s'est allié aux communistes. Quand pendant la guerre froide, c'était mieux pour lui d'être avec les États-Unis, il s'est tourné tranquillement vers eux pour obtenir leur soutien. Les États-Unis étaient préoccupés par ce qui se passait à Cuba. Ils voyaient en Batista une force stabilisatrice, le type qui pouvait contrôler la société cubaine. Donc ce dernier décide, avec le soutien américain, de se débarrasser de Grau. Batista change de camp et sacrifie son camarade Grau. Le 15 janvier 1934, il l'oblige à présenter sa démission. Il n'aura été président que 4 mois. Batista annule la plupart des réformes prévues et installe un nouveau président. Puis un autre. Et encore un autre. À La Havane, comme à Washington, tout le monde sait parfaitement qui tient réellement les rênes du pouvoir. Fulgencio Batista. Batista est maintenant le leader de facto de Cuba. Il n'est pas populaire, mais il contrôle l'armée et, à travers elle, Cuba. L'armée de Batista maintient l'ordre. Les craintes des États-Unis de voir le communisme s'installer à Cuba sont apaisées. Et la population, dans son ensemble, préfère le régime de Batista au chaos de la révolution qui l'a précédé. Donc, à partir du moment où ces ministres communistes étaient très sérieusement sous la houlette d'un homme, Batista, qui, au fond, ne déplaisait pas aux États-Unis, qui n'a pas eu de grandes oppositions. Sa récompense a été de devenir dictateur de Cuba, mais pas directement. C'était impossible. Il a nommé un homme plus âgé président de la République, sous le contrôle des États-Unis. Batista a la confiance du gouvernement américain. Pourtant, il continue à travailler aux réformes qu'il a promises au peuple cubain. Batista les réintroduit une à une, ainsi que d'autres, au cours des années qui suivent. Par exemple, davantage de droits pour les travailleurs, droit de vote pour les femmes, journée de 8 heures. Batista est extrêmement apprécié. Il soutient les déshérités, en particulier les gens de couleur. Il met en place un système de santé et planifie une réforme agraire. Les graines de tout ce que Fidel Castro fera plus tard, à une plus grande échelle, sont semées par Batista.
Mais la plus grande réussite de Batista voit le jour en mai 1934. À l'époque, il n'est que depuis 7 mois le chef des armées et l'homme fort de Cuba. Il conclut un nouveau traité avec les États-Unis et retire de la Constitution leur droit d'envahir l'île. Cuba est toujours sous la botte de son dirigeant militaire, mais pour la première fois de son histoire, c'est un pays libre et indépendant. Ainsi débute l'ère Batista. Ce n'est pas encore, et cela ne le sera pas avant des années, la dictature brutale et réactionnaire qui sera finalement renversée par Fidel Castro en 1959.